Lei con I dame, ora no sa balme. Kidugu Lady Jamba, Lady Jamba, Lady Jamba, Lady Jamba. Yimbe dano tako, yimbe foto tako. Fadiga Lady Jamba, Lady Jamba, Lady Jamba, Lady Jamba. yimbe dano tako, yimbe foto tako. Toujours dans la rubrique Sénékéla, on est à la ferme Bintouya. C'est quoi Bintouya? Bintouya, c'est d'abord le nom d'une femme. Tout le monde sait qu'à travers la femme, c'est l'humanité qu'on honore. Honorer l'humanité, c'est honorer ma première fille qui s'appelle Bintou. C'est un devoir de reconnaissance à la femme, mais aussi à ma mère, à mes femmes, mais aussi à ma fille. C'est un devoir de reconnaissance qui se justifie à travers Bintouya. Bien sûr. Dans cette ferme, qu'est-ce qu'on y élève? Oui, déjà, on est sur 2,5 hectares ici, clôturé, clôturé vraiment et renforcé même par le sol. Ici, on fait ce qu'on appelle la culture intégrée. Bon, c'est un circuit que j'ai imaginé très tôt. Je me suis dit qu'aujourd'hui, avec la production de grandes cultures, l'arachide, le foin d'arachide, la fan de maïs, ça peut servir à nourrir les animaux, les chèvres et les moutons. Alors quand je produis, je viens amener la fan ici. Les déjections de moutons et de chèvres peuvent servir aussi à renforcer le maraîchage. Et ce qui a fait que ce qui est production volaille, j'utilise maintenant la déjection pour renforcer le maraîchage. Et maintenant, je cultive du niébé aussi. Et ce niébé-là aussi est ramené vers les animaux, les moutons et les chèvres. Et ce qui fait que c'est un circuit. Et le circuit-là, chacun essaie de dépendre de l'autre. Chacun essaie de nourrir l'autre. Les grandes cultures nous aident à développer la culture des ovins. Mais aussi la culture des ovins aussi nous aide aussi à fertiliser notre sol pour le maraîchage. Alors ici, on a deux parties, c'est la partie élevage et la partie maraîchage. Dans et l'espace de vie. Parce que quoi que l'on dise, la ferme Bintouya, c'est une ferme dans laquelle, en fait, je compte aussi m'établir moi-même. C'est pourquoi vous allez voir que c'est un espace de vie qu'on a mis en place pour permettre aussi qu'on puisse avoir des images dans ce sens-là, qu'on puisse avoir des références dans ce sens-là. Parce que vous allez dans certaines régions, on voit des fermes qui existent, les gens sont dans leurs fermes, ils vivent dans leurs fermes, et je crois que c'est bien possible. Parce que vivre à la ferme, il y a plusieurs avantages. Vous êtes en contact avec la nature, mais aussi vous mangez ce que vous produisez. Et mon option, ou bien mon rêve, c'est peut-être un jour, mes femmes n'iront pas marcher. Je cultive du maïs, de l'arachide, tout ce dont on a besoin comme aliment de base. J'ai de la viande à travers la volaille, la culture les ovins. J'ai les canards, j'ai des pintades, j'ai des oies. À partir de là, j'ai le maraîchage. Ce qui fait que, quelque part, quand on parle d'autosuffisance alimentaire ou bien quand on parle de souveraineté alimentaire, je veux le traduire à travers la culture intégrée que je mène ici. Voilà. Comme je l'ai dit, il y a aussi la production de moutons. Je suis dans les moutons croisés, je suis dans nos chèvres locaux. Il y a aussi tout ce qui tourne autour de volailles, des oies, des pintades, des pigeons de race. Et d'ailleurs, on est dans l'enclos comme ça, quoi. Voilà. Là, on est dans la ferme Bintouya avec les moutons. Les moutons, c'est des moutons de race, mais croisés avec nos moutons locaux. Ce qui fait que déjà, on est en train d'améliorer nos races. Parce que bien sûr, on avait des races Ladoum au départ, mais on s'est rendu compte qu'écouler les races Ladoum dans notre zone est un peu difficile. Ce qui fait qu'on a préféré des races croisées, non seulement qui s'adaptent au climat de la localité, mais aussi qui sont moins exigeants en aliments. Ce qui fait que, regardez les petits qu'on a, ces petits-là sont quand même des races intermédiaires, mais qui résistent encore plus à la localité et qui produisent aussi une viande aussi ferme, aussi bonne que les moutons locaux. Voilà. Que les moutons locaux, ceux qu'on appelle souvent les races Ndama. Voilà. Des poulets locaux aussi. Comme je préfère aussi tout le temps me focaliser aussi sur les races souches. Parce que avec les races hybrides, ce qui va se passer un jour, quand on aura besoin de produire nos propres poulets, on ne pourra pas. Et en ce moment, il faut être dans des lieux où on pourra le faire. Avec les canards, c'est la même chose. J'ai des oies, j'ai des dindes, j'ai des colverts.
mais je mets aussi l'accent sur nos canards locaux. Et ils sont là aussi. Je préfère aussi mieux avoir des souches locales que de continuer à faire des races hybrides. Voilà. Les pentades sont là. Voilà, c'est ça. C'est un peu le concept d'Intuya, quoi. Aussi, on est avec les chèvres locales. Si vous regardez, ce sont des chèvres de race locale. Et ils sont un peu croisés avec les souches quand même de Sundjumalem. Parce que si vous regardez les chèvres qui ont les deux cordes aussi quand même, sont des chèvres bien croisés. Et ça nous permet aussi d'améliorer quand même génétiquement les souches. On peut avoir regardé par exemple le bouc, il a plus de masse et il a plus de taille. Alors que si ce sont nos boucs locaux, il ne peut pas dépasser la taille là. Ils sont encore beaucoup plus bas. Et vous allez voir qu'ici, ils ont une chair beaucoup plus ferme et vous avez plus de quantité en matière de chèvre, en matière de viande. Mais ils s'adaptent encore plus aux conditions locales. Voilà. Ils ont plus de facilité de s'adapter au niveau des conditions locales. Leur élevage, c'est dans l'enclos ou bien vous les laissez? On les laisse sortir parce que, comme je l'ai dit, tout ce qu'on engrange en termes de fans d'arachide, en termes de fans de maïs et autre chose, de niébé, ça sert à nourrir ces animaux-là. Bon, des fois, on est victime d'attaques des chiens errants, mais bon, quand on fait de l'élevage aussi, forcément, il faut qu'il y ait des choses pareilles. Bon, de vol aussi, il nous est arrivé d'avoir des gens qui nous ont volé, mais néanmoins, ça ne nous décourage pas sur le travail qu'il y a à faire. Voilà. Mais on aurait aussi aimé avoir des races beaucoup plus améliorées. Par exemple, aujourd'hui, quand là, on voit la race beurre de l'Afrique du Sud, si on a vraiment ces races-là, ça peut nous permettre quand même de produire des laits de chèvre jusqu'à la production de fromage. Bon, on peut démarrer avec ces chèvres-là, mais la quantité de lait qu'ils produisent par jour est très négligeable pour vraiment aller dans ce sens-là. Mais l'idée, à la fin, c'est qu'aujourd'hui, si mes enfants ont besoin, ou bien si ma famille a besoin de consommer du lait, ils puissent le tirer quand même de la production. Et vous allez voir que chaque année, je vends une vingtaine jusqu'à une trentaine de moutons, de chèvres. Et ça ne m'empêche pas aussi, tu as vu, d'avoir encore la production qui se renouvelle tout le temps. Vers la fête de Tabaski, vous allez voir que tous ceux qui sont en âge de qui, on peut les revendre. Et c'est ce qui me permet de faire tourner quand même la marchandise. Il y en a qui sont sortis, parce que c'est 2 box, il y en a qui sont sortis. Mais ils vont revenir un peu plus tard. Et vous allez voir que je tourne autour d'une cinquantaine jusqu'à une soixantaine de têtes de chèvres. Voilà. Parce que les chèvres, ça se développe plus vite que les moutons. Voilà. Là, on est avec les oies. Mais c'est des oies de bonne qualité, parce que c'est des oies qui produisent. Et c'est la période qu'ils produisent, la période de fraîcheur. C'est pourquoi on les a un peu isolés. Et avec leur bassin, on a aussi les cols verts. C'est des races de canards qui sont là, qui ressemblent aux canards. Mais si vous regardez, il y a une différence entre les cols verts là et les canards. Mais c'est tous la même famille. On les laisse aussi se reproduire ici. C'est un produit qui est prisé par les Chinois. Voilà, eux, ils aiment bien les oies, les canards. On peut aussi voir comment on peut quand même aussi développer la vente de ces produits-là auprès des Chinois. Parce qu'eux, ils raffolent quand même de la viande d'oie, quoi. Voilà. Dans 2 mois, vous allez voir, ils vont éclore leurs œufs. Et là, en ce moment, on pourra avoir une famille d'oies aussi. Mais ils produisent tous. Ouais. On peut aller voir la partie végétale. Okay. Bon, là, c'est ici qu'on s'approvisionne en eau. Malheureusement, comme on l'a dit, on part sur nos fonds propres. Le puits a été creusé vraiment sur fonds propres. Mais on l'a quand même assez creusé pour pouvoir avoir de l'eau. Bon, on ne se plaint pas, mais vers le mois de mars-avril, on a des difficultés quand même pour joindre les 2 bouts. Mais comme on a une période fraîche, nous avons ce bassin de 5000 litres qui nous permet quand même de ravitailler et de pouvoir arroser la serre et la production végétale. Donc, si vous regardez un peu, à ce niveau-là, on insiste beaucoup sur la production de pépinières. Cette serre-là, c'est ça son utilité. Je produis avec la qualité et il y a moins d'attaques. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'attaque parce que c'est une serre quand même pas professionnelle à 100%, mais elle permet de jouer le rôle quand même de serre. On fait là à l'intérieur du quai de la production végétale et des pépinières. D'or, on fait maintenant, on le met à l'échelle. Tout ce qu'on produit ici, on le met à l'échelle. Si vous regardez à distance, il y a le piment qui est au fond. Il y a le piment qui est au fond. Il y a aussi, bon, les difficultés aussi que nous avons, c'est nous usons des sources quand même, les groupes électrogènes. Tu vois, souvent ils sont en panne et c'est ça qui nous rend un peu la vie difficile. Mais la chance que nous avons, c'est qu'à chaque fois là c'était du poivron et de l'aubergine doux.
Quand on est aussi sur de l'autre côté sur le piment. De l'autre côté, on avait mis de l'aubergine amère et du gombo. Maintenant, cette année, on est en train de transférer un peu le champ par là pour pouvoir faire du gombo. Déjà, on a commencé, on a déjà fait les semis de gombo. On attend maintenant que ça puisse se produire. Regardez aussi, on est dans l'arboriculture. On a plusieurs pieds de citronniers. Bon, ces jours passés, il y a les chèvres qui sont entrées. C'est eux qui ont quand même un peu mangé les fruits. Mais on a de quoi quand même avoir au moins une cinquantaine de pieds d'arbres fruitiers qui sont là. Des citronniers, des anacardes, des manguiers et surtout la papaye. La variété de papaye, j'ai 2 variétés de papaye ici. Il y a la papaye solo qui est là, mais aussi la papaye Red Royal F1. Vous avez vu que c'est des papayes nés. Ils produisent jusqu'en bas. Et à partir de 1 mètre, ils peuvent déjà commencer à produire. Et c'est une production vraiment rentable parce que depuis qu'on a commencé, c'est avec ça qu'on parvient à joindre les 2 bouts. Voilà. Donc, le système, on va du manioc, ça on l'avait mis en expérimentation pour pouvoir avoir la semence. Voilà, c'est ce qui justifie la présence du manioc par là. Et on avait aussi mis du maïs vert. Et ce maïs-là, c'est lui qu'on vendait dans le marché pour pouvoir aussi régler les problèmes de carburant. Voilà. Déjà, le microclimat qu'il y a sous la serre, quand on est dehors, ce n'est pas la même chose. Ici, il fait plus frais parce qu'on a la serre, mais on a l'ombrière. L'ombrière va filtrer les rayons ultraviolets. Bon, eux, ils ont ce qu'ils ont besoin. Ils prennent juste ce qu'ils ont besoin en termes de rayons ultraviolets. Mais le climat, il est. C'est pourquoi, regarde, la production ici, elle est beaucoup plus optimale que dehors. Que ce soit les papayes, que ce soit, comme je vous l'ai dit, on est dans la production de pépinières. Les pépinières nous permettent de nous en sortir. Parce qu'en vendant les pépinières, vous avez plus de Là, on avait de la tomate. Là, on avait de la salade, bien sûr, de l'autre côté. Mais entre la salade et la tomate, nous avons du piment. Et là, maintenant, on a du navet. De l'autre côté, vous avez vu, on a aussi l'arboriculture. Et on sait que cette période, c'est une période de laitue. On a mis l'accent sur la laitue en ce moment. Elle se vend bien. C'est arrivé à maturité. Et vous allez voir, durant de là jusqu'au 31 décembre, on pourra fournir de la laitue. Et vous allez voir que comme c'est assez rentable, chaque plant peut te donner entre 10 et 15 000 francs en termes de chiffre d'affaires. Et si vous regardez ce que vous dépensez pour avoir ça, c'est presque rien. Voilà. On a aussi la menthe avec ses différentes variétés. Et vous voyez que ça aussi, l'année dernière, on a pu faire beaucoup d'argent avec la menthe et on s'en sortait. Parce que c'est ça que je voudrais aussi mettre sur toute la largeur là. Et nous allons aussi le produit d'or, parce qu'on est en train de préparer le terrain d'or pour pouvoir aussi produire de la menthe en grande quantité. Parce que c'est un produit qui se vend bien dans la ville pour les amateurs de thé, mais aussi même au petit déjeuner, les gens utilisent la menthe avec ses variétés. Voilà. Donc voilà un peu Bintuya. Et aussi le citronnelle. C'est une plante aussi qui est assez aimée, médicinale, et qui règle aussi beaucoup de problèmes. On est en train de le mettre à l'échelle. Et l'avantage du citronnelle, c'est que c'est une plante aussi qui repousse les insectes. Voilà. C'est pourquoi vous allez voir là où il y a les citronnelles, il y a moins d'attaques à ce niveau-là. C'est pourquoi on est en train de le mettre à l'échelle au fur et à mesure pour que ça puisse être disponible dans tout le périmètre de la. Au niveau de la cervelle, le microclimat qu'il y a là, il est beaucoup plus apaisé quand vous êtes dehors. Voilà. Donc, M. Soumaré, après toute la visite qu'on a faite, certainement vous avez un appel solennel à lancer à l'endroit des autorités, vraiment pour plus de considération à la jeunesse qui entreprend, à la jeunesse qui s'active dans l'agriculture. Oui, aujourd'hui, moi je crois que le défi maintenant qui nous laisse quand même, c'est que l'État doit nous accompagner maintenant dans les actions encore plus durables. Parce qu'aujourd'hui, si on prend l'approvisionnement en eau, il y aura une période où on sera confronté à un approvisionnement en eau. Alors aujourd'hui, le besoin, c'est de pouvoir avoir des forages qui pourront continuer à nous approvisionner. Pour la sécurité, c'est déjà réglé parce qu'on a la clôture. Mais aussi, c'est les autres éléments maintenant, c'est la formation des jeunes. Aujourd'hui, le champ Bintuya peut être un bon incubateur, quoi que l'on dise, sur tous les plans. Parce que si on sort après, vous allez voir que même des ruches apicoles, nous les avons ici. Et nous produisons du miel. Il y a du miel qu'on produit aujourd'hui à travers Bintuya. Comme je dis, c'est une culture intégrée. Aujourd'hui, ça peut servir d'école pour les jeunes. Les jeunes qui n'ont pas aujourd'hui de métier, n'ont pas de qualification, on peut les envoyer ici en termes pour les incuber pendant 3 à 6 mois.
ils peuvent sortir pour aller aujourd'hui après faire la même chose que ce qu'ils ont retrouvé à Bintuya. Parce que j'ai eu l'expérience quand même d'aller dans des pays de l'Afrique du centre, particulièrement au Cameroun, où j'ai vu des idées pareilles qui se sont développées et qui a permis à la jeunesse quand même de pouvoir opter pour l'agriculture. Ce qui est dommage chez nous, c'est que les jeunes n'optent pas pour l'agriculture parce qu'ils n'ont pas vu de modèle, ils n'ont pas vu de champion. Mais du moment que nous, aujourd'hui, on s'est activé dans ça et que nos résultats sont quand même acceptables, moi, je crois qu'il y a de quoi inspirer la jeunesse à travers la formation, le développement de la formation, pour qu'ils puissent quand même voir aussi, aimer l'agriculture et même en faire une option. L'autre chose maintenant, c'est maintenant la culture numérique. Parce que quoi que l'on dise aujourd'hui, l'agriculture, c'est de nouvelles technologies, c'est les drones, c'est l'arrosage, parce que l'arrosage mécanique là, il est même fini, les gens maintenant arrosent à travers un système intelligent. Tout ça là, on doit pouvoir les intégrer dans les systèmes. On a vu que le ministre de l'Agriculture a beaucoup apprécié la région de Kédougou lors de sa tournée, mais je crois que c'est maintenant qu'il doit maintenant accompagner les producteurs, surtout les jeunes producteurs de la région de Kédougou, ceux qui y croient, ceux qui veulent vraiment être des modèles du changement. Voilà. Et en tout cas, l'équipe de Kédougou 7 TV vous remercie vraiment pour cette belle découverte qu'on a faite à travers Khabaya, à travers Bintuya, donc des modèles à promouvoir dans la région de Kédougou, au Sénégal et partout dans le monde. Oui, c'est à moi de vous remercier. D'abord pour l'initiative de venir d'abord couvrir l'activité d'aujourd'hui avec le grand rassemblement, la corvée qu'on a appelé pour que les jeunes puissent se mobiliser. Mais autre chose pour le rôle que vous jouez de catalyseur. Parce que quoi que l'on dise, Kédougou 7 aujourd'hui devient une vitrine pour l'information au niveau de la région de Kédougou. Alors nous, on ne peut que se féliciter vraiment d'être venus nous voir parce qu'on sait qu'à partir d'aujourd'hui, tout le Sénégal, mais le monde entier saura qui est Bintuya, qui est Khabaya, qui est Ousmane Modou Soumaré. Et à travers cela, nous, on ne peut que vous en remercier. Parce que tout le monde sait que le monde des médias, c'est le monde, c'est une force et un pouvoir. Et qu'aujourd'hui, à travers vos zones, nos activités et nos actions seront encore mieux connues. Et les gens pourront encore plus opter pour l'agriculture. Mais le plus important est que quand le message va passer, que ça puisse avoir un impact sur la jeunesse, que ça puisse avoir un impact sur les autorités et que ça puisse vraiment contribuer à l'effort de développement que l'État a mis en place, surtout sur le plan agricole. Merci. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci, à la prochaine. Voilà.